Merci Alice, bonsoir à tous. Donc vous avez évidemment eu une journée intense. Je vais vous proposer ce soir de débrancher votre cerveau et d'aborder ce sujet un peu étonnant qui est le sujet de l'hypnose. L'hypnose, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça intrigue, ça effraie, ça fascine. Donc je vais vous proposer déjà, on va commencer par faire une petite démonstration d'hypnose et on va paraphraser ce regretté Pierre Desproges en disant l'hypnose, on va en faire et on va en parler. Donc je vais tout d'abord vous demander de lever la main ceux qui n'ont jamais fait l'hypnose. Je le garde. Très bien. Alors madame, si vous voulez venir. Alors je vais vous montrer comment aller en hypnose. Ça va être très simple. Vous allez vous asseoir. Voilà. Rassurez-vous, il y a du monde, mais vous les verrez plus dans 2 secondes. Donc je vais prendre votre bras comme ceci. Voilà, ça est comme ça. Quand le bras est en l'air, vous allez fermer les paupières. Voilà. Et quand le bras descend, vous pensez au sommeil. Fermez, entrouvert, pensez au sommeil, fermez, entrouvert, fermez. Je bloque le poignet, le coude, l'épaule. Plus le bras flotte en l'air, plus vous allez pouvoir aller toute seule dans un état de relaxation, de détente. La respiration devient calme, ample, profonde, et vous allez plonger encore plus profondément à l'intérieur de vous. Un peu comme dans un état de flottement, de détachement, de relâchement. Très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez sentir votre bras qui va redescendre tout seul, de façon totalement automatique, involontaire et sans effort. 1, 2 et 3. Et vous laissez aller. Très bien. Dans un instant, je vais vous demander d'ouvrir et de fermer les yeux. En refermant les yeux, vous allez pouvoir aller encore plus profondément dans cet état. 1, 2, 3, ouvrez et vous fermez. Plongez plus profondément dans la détente. Très bien. Pour l'instant, à nouveau, je vais vous demander d'ouvrir et de fermer les yeux. En les refermant, vous allez plonger encore plus profondément. 1, 2, 3, ouvrez et vous refermez. Encore plus loin, plus bas, plus profondément. Très très bien. Je prends le bras comme ça, je vais le laisser flotter en l'air un petit instant. Voilà. Donc là, elle est dans un état, ce qu'on appelle de transe, d'hypnose, c'est-à-dire elle nous entend, elle ne dort pas, évidemment, mais elle est dans un état un peu de relaxation, de concentration. Donc on va pouvoir exploiter cet état de différentes façons, à la fois sur le plan thérapeutique, à la fois sur le plan opératoire, pour soigner quelqu'un dans cet état qui est en fait un mode de fonctionnement cérébral particulier. Très bien, on va quand même la ramener, la réveiller, même si elle ne dort pas. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez prendre une grande inspiration, ramener de l'énergie dans le corps. 1, 2 et 3. Très bien, vous ramenez de la conscience dans le corps. Vous pouvez bouger les pieds, les bras, les mains. Tout redevient normal. Très bien. Et voilà. Je vous remercie. C'est toujours important quand on parle d'hypnose déjà de faire une démonstration pour voir ce que c'est, parce qu'on en voit à la télé, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis surtout, en science, il faut définir ce qu'on recherche. Donc on va commencer par quelques définitions très simples, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle et on ne peut pas communiquer. Et puis comme le disait Camus, parce qu'on est ici dans un colloque qui parle de philosophie, mal nommer les choses, c'est apporter au malheur du monde, parce que finalement, ça crée de l'incompréhension collective. Alors, si on prend une définition vraiment officielle de l'hypnose, la plus récente, c'est un état de conscience qui implique une focalisation de l'attention et une réduction de la conscience périphérique caractérisée par une capacité accrue de la suggestibilité. Ça, c'est Gary Elkins et son équipe en 2015. Ça ne vous dit pas grand-chose. Alors moi, je vais vous donner une définition officieuse, qui est celle que je donne à mes élèves. La première fois qu'on a défini le terme hypnose, c'était en 1820, et c'était un Français, le baron Hénin de Cuvillers. Et c'était intéressant parce qu'il donnait sa définition du grec ancien énypnion, qui signifiant sommeil accompagné de rêverie. Donc pour lui, l'hypnose, c'est comparable au moment où en fait on rêve la nuit. Voilà. Sachant que la connaissance était très relative, aussi bien de l'hypnose qu'en même temps des états de rêverie la nuit. Et puis après, il y a Bray, qui est un Britannique, en 1843, qui va définir l'hypnose, et c'est là où la controverse finalement apparaît, comme venant de hypnos, dieu du sommeil, état de sommeil nerveux. Et c'est vrai qu'en fait, le problème de l'hypnose, c'est que
il y a une grande différence entre ce qu'on voit de l'extérieur et ce qu'on vit de l'intérieur. On va parler maintenant d'influence parce que ma conférence, le titre de ma conférence, c'est « Est-on sous influence en hypnose ?» Et c'est très intéressant parce que si on prend la définition étymologique de l'influence, on vous l'a dit déjà, c'est un flux qui est censé provenir des astres agir sur les hommes et les choses ou un effet produit à distance. Ces deux définitions, une plus ancienne et une plus, entre guillemets, scientifique. Et en fait, ça rejoint les tout débuts de l'hypnose. Les tout débuts de l'hypnose, c'était Franz Anton Mesmer au XVIIIe siècle, qui avait créé donc ce qu'on appelait le mesmérisme, c'est-à-dire le magnétisme animal, dans lequel il était persuadé en fait d'avoir un flux dans ses mains et que ce flux pouvait être projeté sur les patients. Et il obtenait ce qu'on appelait des transes mesmériques, c'est-à-dire maintenant on appellerait ça des transes, on va dire hypnotiques, qui avaient des effets en fait thérapeutiques. Plus de 6000 guérisons avérées. Donc c'est quand même les tout débuts de la médecine, on va dire, psychosomatique. Alors, sommes-nous sous influence en hypnose? Ben, en fait, l'hypnose, quand j'en parle au niveau du grand public, toujours, l'image que l'on a, c'est celle-ci, en fait. C'est vraiment Mowgli, le livre de la jungle. Alors, il n'y a pas le son, mais c'est pas grave, on connaît. Aie confiance en moi, je suis ton ami Car. Voilà. Et c'est cette image, en fait, vue de l'extérieur, de l'influence de ce qu'on appelle l'opérateur, c'est-à-dire la personne qui fait l'hypnose, sur le sujet, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'hypnose. On a l'impression que, quand on fait de l'hypnose, et comme je l'ai montré tout à l'heure, je donne, entre guillemets, des ordres et la personne obéit aveuglément. Donc, a priori, vu de l'extérieur, ça donnerait l'impression d'être sous influence en hypnose. En fait, pour bien comprendre l'hypnose, il faut comprendre cette idée de switch cérébral, c'est-à-dire la compréhension de l'hypnose de l'intérieur, c'est dans la journée on est conscient, il y a des vagues de conscience comme ça, des flux de conscience comme disait William James, et puis la nuit on rêve et on dort. Quand on fait de l'hypnose, finalement, on va activer ce qu'on appelle une transe, c'est-à-dire un mode de fonctionnement cérébral, et on fait un switch cérébral, c'est-à-dire on va activer le cerveau du rêve dans la journée. Quand on active le cerveau du rêve dans la journée, ben comme ce cerveau fonctionne différemment par rapport au cerveau conscient, on va avoir plein d'effets physiologiques et psychologiques qui vont être différents. Et c'est la magie, entre guillemets, de l'hypnose, et c'est la magie de la transe qui fait que on peut opérer, par exemple, quelqu'un en hypnose sans anesthésie. Juste, alors on ne fait pas pour tout le monde, il y a une sélection, il y a aussi une motivation de la part des patients, mais on peut faire des interventions en chirurgie dentaire, par exemple là c'est de l'implantologie. Donc il n'y a pas d'anesthésie chimique et on opère en l'occurrence une patiente pour mettre en place des implants. Et la patiente ne sent évidemment absolument rien, mais surtout elle est dans un état de confort et de bien-être, et même elle peut avoir ce qu'on appelle des amnésies, c'est-à-dire ne même pas se rappeler qu'elle a été opérée pendant tout ce temps. Et ça c'est vraiment la magie de la transe et du cerveau d'avoir cette capacité-là, et nous en fait on est juste là pour, entre guillemets, guider la personne dans sa transe. Je me suis fait opérer des dents de sagesse par un copain dentiste, et moi comme je me suis beaucoup entraîné en auto-hypnose, ben, du coup, je l'ai fait sans anesthésie. Voilà. Et donc, on peut faire aussi de l'auto-hypnose pour apprendre à gérer la douleur et provoquer en soi le phénomène d'hypnoanesthésie. Ça demande beaucoup d'entraînement. Hein. C'est pas quelque chose qui s'obtient facilement, on va dire, mais ça se travaille. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est le confrère qui l'a fait, qui connaissait l'hypnose, qui avait été formé en hypnose, en fait, était beaucoup plus stressé que moi. De faire l'intervention, parce que moi, si jamais je sentais quelque chose, j'aurais prévenu, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une expérience intéressante. Voilà, quand on fait de l'hypnose toute la journée sur les patients, c'est aussi intéressant de savoir le faire sur soi. Donc on est dans un état de conscience modifié, mais on est dans un état de conscience, même si vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on dort. C'est toute la particularité de cette transe hypnotique. Bon, je vous passe les détails parce que c'est pas passionnant. C'est rouge, c'est bon. D'accord. Et voilà. Après. Alors, comment ça fonctionne? Ben, en fait,
on a, pour simplifier, alors c'est une métaphore, hein, mais pour simplifier les choses, on va dire on a un conscient et un subconscient. Okay, et c'est un peu la métaphore de l'iceberg, c'est-à-dire on a une partie de notre psyché, comme ça, auquel on n'a pas accès consciemment. Voilà. Cette idée, elle avait été aussi développée sur le plan philosophique par Paul Ricoeur, quand il avait introduit notamment cette notion de maître du soupçon à travers Marx, on en a parlé à l'instant, Freud et évidemment Nietzsche. Et Freud avait cette belle définition, il disait, voilà, le moi n'est pas maître en sa propre demeure. La définition qu'on a en hypnose du subconscient, de l'inconscient, peu importe comment on l'appelle, elle est totalement différente de la définition, on va dire, psychanalytique de l'inconscient. Voilà. Le subconscient, c'est en fait tous les processus automatisés du corps humain. Et la transe, c'est-à-dire l'hypnose, telle qu'on va l'utiliser, c'est uniquement, en fait, un amplificateur et un catalyseur du subconscient. C'est-à-dire, c'est accéder au subconscient en direct live, tout simplement. Voilà. On chante le conscient, on le contourne, on met le patient dans un état qui permet de dépotentialiser le conscient au niveau cérébral pour accéder à tous les processus. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait, et on peut le résumer simplement, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le décrire, le conscient, grosso modo, allez, on va dire c'est le néocortex. Donc ça va être tout ce qui est mémoire courte, la volonté, tout ce qui est analytique, les repères d'espace, de temps. Ensuite, il y a une deuxième couche, ça va être, on va dire, on va appeler ça le subconscient, ça va être les mémoires permanentes, tout ce qui est émotions, sensations, images, les habitudes, tout ce qui est autoprotection. Et ce qu'on va appeler davantage l'inconscient, c'est-à-dire là où il n'y a vraiment aucune conscience, c'est tout ce qui est automatisé au niveau du corps humain. Tout ce qui est immunitaire, tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est cellulaire, etc. Le principe de l'hypnose, en fait, c'est de provoquer un contournement du facteur critique, c'est-à-dire de diminuer le conscient, l'action du conscient au niveau cérébral, et pour mettre en place des pensées sélectives. Et les pensées sélectives, c'est les suggestions. Donc, c'est l'idée de l'influence en hypnose. Et cette idée, en fait, ce qu'on appelait le mind model, c'est-à-dire le modèle de l'esprit, ça rejoint vraiment cette approche des trois cerveaux, dans lequel l'embryogénèse rejoint la phylogénèse, c'est-à-dire on a vraiment ce cerveau d'abord reptilien, ensuite ce cerveau mammalien, et ensuite l'apparition du néocortex. Alors l'hypnose, on peut le définir comme une transe à vocation thérapeutique. C'est-à-dire, on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, depuis les années 1990 à peu près, comment ça fonctionne au niveau des cerveaux, quelles sont les zones qui sont potentialisées et les zones qui sont inhibées, dépotentialisées. Et en fait, on va activer, pour simplifier les choses, un cerveau en fait archaïque, c'est-à-dire qui réagit davantage aux sensations, aux émotions et aux images. Et ça rejoint aussi l'hypnose animale. Et c'est très intéressant de s'intéresser à, demain vous avez Boris Cyrulnik, donc évidemment à l'éthologie, parce que on est des humains, mais à la base on est aussi des animaux. Donc je vais vous montrer comment on peut hypnotiser un chat, et vous montrer que l'hypnose c'est un phénomène en fait très simple et naturel qu'on retrouve chez les animaux. Donc ça c'est mon chat, voilà, je caresse, hop, je le surprends, je le retourne. Fascination, je le regarde intensément, donc il va avoir un réflexe d'immobilisation lié à la fascination par le regard, et ensuite je bloque, et ensuite le chat reste ce qu'on appelle en catalepsie, il est bloqué. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'hypnose, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose de très archaïque, parce que on l'a aussi bien avec des animaux qu'avec des enfants qui n'ont jamais vu, entendu, ou même connaissent le mot hypnose. Moi, je me rends compte, on va dire, quand j'ai des enfants à soigner. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypnose, c'est un phénomène naturel, et que toute hypnose, c'est une auto-hypnose. C'est-à-dire, l'opérateur, la personne qui fait l'hypnose par rapport au patient, par rapport au sujet, n'est là que pour le guider dans sa transe. Donc, il n'a aucun pouvoir, en fait. Par contre, il a une autorité. Souvent, c'est le patient même qui lui donne son autorité, qui est une autorité médicale, mais qui est une autorité aussi liée à l'expérience qu'il a et à son expérience et sa pratique en hypnose. Donc, il y a vraiment, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on a un pouvoir sur le patient, alors que c'est l'inverse, on va même redonner du pouvoir au patient. Comment ça fonctionne l'hypnose? C'est assez simple finalement. Il y a trois ingrédients. Il y a l'imagination,
Donc l'imagination, c'est provoquer un état qui active le cerveau imaginaire, le cerveau du rêve, donc c'est la transe. La suggestion, et la suggestion, elle peut être ce qu'on appelle verbale, c'est-à-dire c'est entre guillemets une idée qu'on va donner au patient, mais ça peut être aussi non verbal. Il y a beaucoup de suggestions non verbales qui sont comme ça automatisées. Et ça va être aussi lié aux croyances du patient, alors pas dans le sens religieux, mais dans le sens, les croyances, ça va être ce qui donne sens et ce qui est cohérent et en accord avec ses valeurs au niveau de son cerveau imaginaire. Voilà. À partir du moment où on active ces trois ingrédients, on active en fait l'état hypnotique au niveau du cerveau. Et on va s'interroger un petit peu et s'intéresser davantage au pouvoir de la suggestion. Et alors, vous connaissez tous cette formule abracadabra. Abracadabra, en fait, c'est une formule très ancienne qui vient de l'araméen et qui veut dire « je crée par la parole ». Et quand on fait de l'hypnose, on se rend compte qu'en transe, le langage, il a un pouvoir créateur. C'est-à-dire, n'importe quel mot que l'on va dire va avoir une action psychologique et ou physiologique. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on l'a à la fois en transe, parce qu'on travaille dans un état d'amplification du subconscient, mais aussi on l'a naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sujet, le patient, quand je parle de sujet, c'est pas péjoratif, hein, c'est parce que c'est la terminologie hypnotique, on va dire. Le patient, il a un libre arbitre. Il peut accepter ou non une suggestion. C'est-à-dire, si ça va contre ses valeurs, contre ses croyances, etc., sur le plan moral, sur le plan... À ce moment-là, même s'il est en transe, comme il ne dort pas, mais il y a toujours une partie du conscient. Mais ce conscient, il est un peu comme une petite cacahuète, c'est-à-dire il est plus spectateur qu'acteur, en fait. Donc, il peut toujours rejeter une suggestion. Alors, je ne vous fais pas l'affront de parler de neurosciences parce qu'il y a Luce Guyon dans la salle, mais quand même, je vous dis deux petites bricoles. C'est les travaux de Pierre Rainville, donc c'est un Canadien qui a fait énormément progresser la neuroimagerie, pour vous simplifier et pour vous expliquer qu'en fait, le principe, c'est que quand on provoque comme ça un état de focalisation de l'attention, alors c'est vraiment l'exemple classique, c'est le pendule, focalisation de l'attention visuelle, on va avoir une dépotentialisation, une inhibition, en fait, du cortex préfrontal. À partir du moment où on a cette inhibition, on va avoir ce qu'on appelle une perte d'agentivité, c'est-à-dire en fait on va passer davantage à un mode spectateur plus qu'acteur. Et on va avoir une amplification de l'automatisme et de l'involontarité, ce qu'on appelle la perte d'agentivité, etc. Et c'est ça qui en fait explique la suggestibilité. Donc ce qu'on appelle l'hypersuggestibilité, c'est vraiment une conséquence de la transe. C'est-à-dire on sait que la transe c'est un phénomène naturel, premièrement, et deuxièmement, on observe dans le cerveau des effets qui sont provoqués en fait par l'état de transe. Alors l'application de l'hypnose, il y en a de nombreuses, on peut faire de l'hypnose de spectacle, on peut faire de l'hypnose pour le développement personnel, on peut faire de l'hypnose médicale, etc. Comme on est dans un colloque un peu transdisciplinaire, je vais vous montrer trois applications. La première application, c'est par exemple soigner des patients qui sont phobiques, qui ont des mauvaises expériences, en l'occurrence chez le dentiste, et on leur fait focaliser leur attention sur un pendule ou n'importe quoi, hein, un doigt, tout. Ou bien un miroir ou un stylo, n'importe quoi, et on va provoquer un état d'hypnose en fait. Et après, l'intérêt, c'est pas l'hypnose en soi, c'est en fait ce à quoi ça va nous permettre d'accéder, c'est-à-dire un confort et un bien-être pendant tout le traitement. Donc c'est des patients qui ensuite vont pouvoir être soignés dans un état, on va dire, de confort, de bien-être, sans stress, sans anxiété. Et c'est caractérisé aussi par un relâchement ensuite qu'on va pouvoir accentuer. Là, on voit que de suite, on a un relâchement complet. On a l'impression qu'il dort, en fait, il ne dort pas du tout. Il est juste dans un état de réceptivité. Quand on s'intéresse, moi je m'étais intéressé à une approche, on va dire, historique de l'hypnose, on se rend compte que intuitivement, en fait, dès les débuts de l'humanité, on a eu l'intuition comme ça de cet état intermédiaire de rêverie dans la journée.
Et donc, les premières descriptions de l'hypnose, c'est évidemment les transes primitives, les transes chamaniques. Ensuite, on a des descriptions plus détaillées en Égypte ancienne, en Grèce, pendant la période antique, avec ce qu'on appelait les temples du sommeil, etc. Et il faut se rendre compte que cette pratique de la transe, elle est indissociable aussi de la pratique de la médecine et de la spiritualité, tout simplement parce qu'en fait, jusqu'à peu près au XVI-XVIIe siècle, les guérisseurs, les médecins étaient des prêtres, c'était des prêtres guérisseurs. C'est pour ça qu'il y a une activation d'autant plus intéressante, et on a, entre guillemets, des guérisons un peu miraculeuses, parce que si vous vous rappelez des ingrédients de la transe, il y a à la fois l'imagination, il y a la suggestion, mais aussi il y a la croyance. Et le levier religieux est aussi un levier de croyance extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, cette médecine psychosomatique, elle a été évacuée, et puis maintenant, elle revient sur le devant de la scène parce qu'on a eu toutes les validations de la neuroimagerie qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, d'une part. Et puis on s'est rendu compte que finalement, l'hypnose, c'était intéressant comme médecine complémentaire. Pourquoi? Parce que ça permet d'individualiser les traitements par rapport aux patients. Dans la médecine classique, on a la chirurgie, on a la médecine par la parole, la psychothérapie, et puis on a aussi la médecine médicamenteuse, mais la transe permet d'ajouter un ingrédient subjectif qui est lié à la représentation, on va dire, interne du patient. Alors je vais vous montrer comment l'hypnose peut également influencer les patients dans le domaine artistique, par exemple. Donc ça, c'est une vieille vidéo des années 50, soviétique. Donc c'est une artiste concertiste soviétique dans ces années-là et qui a tellement le trac qu'elle est bloquée et qu'elle a du mal à... Donc l'hypnotiseur, qui était le professeur Raïkov, psychiatre célèbre dans ces années-là, dans l'ère soviétique, l'hypnotise et lui dit « Maintenant, tu es Rachmaninov ». Et ce qui est intéressant, c'est que, entre guillemets, les inhibitions qu'elle avait, elles étaient liées aux émotions qu'elle avait développées. Et qui étaient autant de blocages, on va dire, inconscients, c'est-à-dire subconscients. Et l'hypnose, la transe, permet d'accéder à ces blocages, et ensuite, ça va lui permettre de travailler. Ça ne va pas la débloquer d'un seul coup, hein. Il va falloir travailler en transe plusieurs fois, de façon à pouvoir ensuite développer cette capacité, cette confiance en elle. C'est la même chose avec les patients phobiques. C'est-à-dire au début, l'imaginaire est tellement fort que c'est des patients qui peuvent faire des malaises vagales dans la salle d'attente ou n'importe quoi. Et puis après, la transe permet de développer un état différent qui leur permet d'avoir petit à petit confiance en le traitement, confiance à l'opérateur, enfin au médecin, et en eux-mêmes au bout du compte. Autre application dans le domaine du sport. Moi, je suis grimpeur, donc je suis passionné évidemment par l'escalade depuis mon plus jeune âge. Et on a un champion américain, Alex Honnold, et lui, il a des capacités incroyables de concentration. Il n'a pas fait d'hypnose, il n'a pas fait d'auto-hypnose, mais c'est quelqu'un qui a été récupéré par le labo de Stanford. On a fait des IRM et on s'est rendu compte qu'il avait naturellement cette inhibition préfrontale. C'est-à-dire dans des situations extrêmes, en fait, il est zen, quoi. Il arrive à grimper. Et donc, il a gravi aux États-Unis, à El Capitan, pour ceux qui sont dans le Yosemite, une paroi qui fait à peu près 1000 mètres, mais surtout qui est d'un niveau très élevé. Et il a gravi ça sans corde. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il atteint un niveau de concentration qui lui permet de conserver cet état de transe pendant plusieurs heures, parce que ça lui a pris, je crois, entre 4 et 6 heures, au-delà de 4 heures pour faire la performance. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous montre que l'hypnose, c'est pas un état où on dort.
c'est-à-dire on peut jouer du piano, on peut faire du sport et être dans un état où on a dépotentialisé le conscient et on a juste accès aux automatismes au niveau du corps. Et ça, c'est intéressant, parce que souvent, l'image qu'on a de l'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle, d'or, boum, etc. Donc, première chose, et pour finir, donc l'hypnose, en fait, c'est une influence, mais évidemment, qui est éthique. Comme il est dit dans Harry Potter, des grands pouvoirs en jettent de grandes responsabilités. Donc, quand on est opérateur en hypnose, il faut évidemment avoir une éthique, mais on a compris quand même que le patient, il a son mot à dire, et même si en hypnose, il peut refuser. Et ce monsieur, là, tout en violet, c'est Milton Erickson, qui a été l'un des grands génies de l'hypnose au XXe siècle. C'est un psychiatre américain, et qui avait cette belle formule, il disait, voilà, l'hypnose, moi, je manipule mes patients, au sens presque physique du terme, c'est-à-dire je les emmène d'un endroit à un autre, voilà. Mais c'est une manipulation qui leur rend leur liberté. En conclusion, en fait, et après, si vous voulez poser des questions, bien volontiers, je dirais que l'idée de l'hypnose, c'est pas de dire que la transe, c'est la vie. Parce que si on vivait tous en transe, si on n'avait pas notre conscience, si on n'avait pas nos fonctions cognitives supérieures, ben finalement, on vivrait à un stade animal. L'idée, c'est de comprendre que d'un côté, on a notre conscient, de l'autre côté, on a notre subconscient. Voilà. Et en fait, l'idée de l'hypnose, c'est de dissocier pour travailler les deux, pour ensuite mieux les réassocier de façon à créer en fait une harmonie entre les deux. Voilà. Et c'est intéressant parce que cette idée d'harmonie, en fait, ça rejoint vraiment cette approche qu'on a en médecine complémentaire de voir le patient comme un tout. C'est-à-dire, il n'y a pas le corps d'un côté, il n'y a pas l'esprit. Non, c'est vraiment une entité. Tous les travaux, je pense qu'Alice les a cités ce matin, du professeur Guillemin sur la psycho-neuro-endocrino-immunologie, ont montré que la médecine, évidemment, avec une approche cartésienne, c'est-à-dire corps-esprit séparés, c'était une aberration sur le plan des neurosciences. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est deux choses. Tout simplement que l'hypnose, c'est un état naturel de conscience, voilà. Premièrement, et la deuxième chose, c'est que évidemment, on est sous influence en hypnose parce que c'est tout l'intérêt de l'hypnose de jouer sur l'amplification de cet état de conscience. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je réponds bien volontiers. Je crois que j'ai été, oui, dans les temps. Alors, j'ai une petite question. C'est pour savoir si, sans la nécessité de l'imaginaire, entre l'imagination, il est possible d'avoir l'hypnose. Oui. Parce que, en fait, je suis aphantasique. Ouais. Et donc, je ne visualise pas des images mentalement qui sont à différents sens. Et j'ai été hypnotisée d'une certaine manière, mais je ne savais pas en fait si je l'ai vraiment été parce que pour moi ça n'avait pas fonctionné en tout cas. Quand je me suis fait, ça n'avait pas fonctionné. Et je me demandais aussi, vu que j'étudie le sujet, même au niveau de la neurologie, tout ce qu'il peut y avoir, parce que c'est des recherches qui sont très récentes, si du coup c'était possible, parce que c'est une phase de conscience qui est différente sous hypnose, de pouvoir le travailler pour pouvoir peut-être faire émerger des images, parce que dans les rêves, j'ai des images. Mais dans la phase de conscience éveillée, je n'ai pas d'image. Et c'est ça qui, du coup, m'intéresse dans l'hypnose, s'il n'y a pas une faille qui peut justement relier ces deux états de conscience, pour pouvoir les faire éveiller en une conscience dans la vie de tous les jours, en tout cas. Est-ce que ça vous dérange de ne pas avoir de capacité comme ça de visualisation? En fait, depuis que j'ai appris qu'il y a eu que ça existe, ouais. Oui. Ça me dérange, surtout que je fais de l'art, donc c'est compliqué d'apprendre que la base de l'art c'est l'imagination. Et beaucoup de choses se basent sur l'imagination, on s'en rend pas compte. C'est énorme en fait. De ne pas avoir accès à ça, moi ça a été une évidence jusqu'à ce que je me rende compte que ça existe. Moi je me fantasme. Ouais. Alors, rassurez-vous déjà. Pour produire la transe, il y a une focalisation de l'attention qui peut être visuelle, mais qui peut être aussi auditive, qui peut être kinesthésique, qui peut être corporelle. Donc il y a plusieurs façons de développer l'état de transe sans avoir besoin de donner des éléments visuels.
Pas besoin de faire des symboles, des métaphores, voilà. Ça, c'est plutôt davantage l'hypnose, on va dire, du pendant ericksonien qui utilise ces stratégies-là. Ok. Ensuite, l'idée, c'est que la transe se développe et permet d'accéder à des automatismes, ok, au niveau cérébral. Dans ces automatismes, on a la capacité de provoquer des rêves en transe profonde et de réaccéder à ce moment-là à un contenu qui a été enregistré, qui fait partie des mémoires, hein, tout simplement, parce que la mémoire, c'est une reconstruction de l'imagination. Et dans cet accès-là, on peut avoir des éléments, on va dire, qui peuvent être visuels, comme dans le rêve la nuit. Parce que la nuit, on rêve et il y a toujours une composante émotionnelle liée aux sensations et liée en même temps aux images. Voilà. Donc c'est tout à fait possible, ça se travaille. Après, est-ce que ça a un intérêt? Ça peut avoir un intérêt, mais en tout cas, l'état de transe, c'est ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire la technique pour amener quelqu'un en hypnose. Il y a énormément de techniques qui sont totalement adaptées au sujet. Et donc, moi, j'ai beaucoup de patients qui ne sont pas du tout visuels ou qui n'ont pas cette capacité de visualisation créatrice. Et ça fonctionne très très bien et très simplement. Mais ça se travaille, bien sûr. Ouais. Il y avait une deuxième question, je ne sais plus. Oui. Oui, donc merci pour la clarté de votre exposé. C'est très bien aussi d'avoir osé associer l'hypnose à la transe. Simplement, ma question, c'est est-ce que cette juxtaposition, cette association va jusqu'au bout? C'est-à-dire que quand on rentre en transe profonde, quand on va en transe profonde, on s'aperçoit que la transe n'est pas vraiment ce n'est qu'un moyen, on va peut-être un but, et lorsqu'on atteint ce but, c'est le but qui devient le moyen. Et dans cet état de conscience qui est extrêmement profond, il n'y a même plus d'intention. C'est-à-dire que c'est la vie qui sait mieux que moi ce dont j'ai le plus besoin. Et dans l'hypnose, j'ai l'impression que les choses sont plus régulées, même s'il y a toujours le témoin qui suit l'affaire, on a quand même l'idée que c'est l'opérateur qui guide. Voilà. Alors, il y a différents types d'hypnose, on va dire. C'est vrai qu'il y a l'hypnose classique qui est plus directive, voilà. Il y a l'hypnose ericksonienne dans laquelle on va d'abord travailler avec la subjectivité du sujet, c'est-à-dire avec ce qu'il amène, ce qu'on appelle une approche utilisationnelle. On va prendre en fait, entre guillemets, les éléments de son monde intérieur. À l'heure actuelle, on est davantage dans une hypnose qui va être axée sur la communication. C'est-à-dire, par exemple, un patient, je donne une idée, un patient a un trauma, ok, on va l'amener en régression pour voir quel va être l'événement initial sensibilisant qui a déclenché le trauma, et on va l'amener à modifier par lui-même cette représentation en interne en associant d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres images, par exemple. Voilà. Donc, l'hypnose, à l'heure actuelle, c'est plus... on va dire le praticien c'est le pilote et le patient c'est le copilote. Voilà. Et il n'y a plus cette approche, ce qu'on appelait la posture haute du praticien, qui vraiment donnait que de la suggestion directe pour obtenir ce qu'il, entre guillemets, jugeait bon pour le patient. Donc on est plus dans une approche de communication et de collaboration. Voilà. Et puis après, il y a d'autres praticiens, et ça c'est un peu la lignée française de Roustan et puis au-delà, qui sont davantage dans le lâcher-prise et le laisser-faire. C'est-à-dire finalement, c'est le subconscient du patient qui, lui, a un effet autorégulateur et est apte à comprendre au mieux la problématique du patient. Et donc finalement, le praticien, alors là, s'efface encore plus. C'est-à-dire, dit au patient, grosso modo, allez-y, moi je vous mets en transe, je crée la condition, je crée le contexte, mais ça va être à vous finalement. On ne sait pas ce qui va émerger, mais ça va être à vous d'amener les éléments. Ce qui est intéressant, ce qui est fascinant en hypnose, c'est qu'on se rend compte en fait que chaque patient qui a une problématique, c'est un peu, moi je vois ça comme une porte avec une serrure, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il trouve toujours une clé différente. Voilà. Et cette clé, elle ne marche pas sur notre patient pour la même problématique. Voilà. Donc il y a vraiment une dimension de subjectivité qu'on respecte de plus en plus, mais qui est quand même biaisé par, alors bon, vous avez connaissance de la transe évidemment sur le plan anthropologique, mais quand même qui est biaisé toujours par le décalage entre ce qu'on voit de l'extérieur et ce qui se passe de l'intérieur. Voilà. Ça doit être toujours un espace de liberté et de libre arbitre et de communication.
Voilà, l'idée, c'est de créer les conditions pour que le patient puisse avoir cette communication et ramener des informations au niveau, on va dire, cognitif supérieur. Merci. Je vous en prie. Alors, une dernière question de Christophe, le technicien. Les anesthésistes, j'ai deux anesthésistes qui ont pas l'hypnose. Moi, après, quand on fait ça, j'ai été choqué, j'ai été fait dans le lit, avant même de mettre des drogues, ce qui fait que ça leur permet de diminuer par de 50% l'injection. Mais j'ai été surpris par une chose, mais vous avez peut-être m'éclairer parce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils insistaient sur le rythme respiratoire du patient. C'est-à-dire qu'ils disaient, quand il expire, enfin, je ne me rappelle pas très bien de ça. Je parle au moment de son expiration, quand on parle, et quand il inspire, je lui donne des images qu'il aimerait bien avoir, etc. Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est une réalité ou c'est plus, entre guillemets, une façon de faire? Alors, il y a deux éléments. Il y a peut-être un élément, on va dire, factuel, qui est lié au fait que les études sur la quantification de la transe profonde ont couplé la neuroimagerie aussi aux constantes respiratoires, vasculaires, cardiaques, respiratoires, etc. Et on se rend compte que pour accéder à certains types on ne va pas développer ça, mais il y a une transe davantage d'activation et il y a davantage une transe de relaxation et qui tend vers de la sédation en fait. Et pour accéder à cette transe de sédation, c'est ce qu'on recherche en anesthésie, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une constante respiratoire qui soit très basse, c'est-à-dire qu'on soit à peu près à 7 respirations par minute. Et ça permet de rentrer en transe. Voilà. Évidemment, on sait que maintenant, ça active tout le système, on va dire, vagal. Et surtout, après, l'astuce, c'est qu'on sait le corps, sur chaque expiration, va créer une détente naturelle. Donc, on va coupler en fait un phénomène automatique, physiologique, à une suggestion verbale, en lui disant aller plus bas, plus loin, plus profondément. Et souvent, ça va être une réinterprétation qui va être à la fois émotionnelle, c'est-à-dire calme, détente, bien-être, et en même temps qui va être sensitive. Voilà, on va coupler les deux de façon à ce que le patient ressente intérieurement que sur chaque expiration, en fait, son corps s'enfonce, etc. C'est toutes les pratiques de la relaxologie aussi, qui sont anciennes, Schultz, Jacobson, tout ça. Mais c'est très intéressant et surtout c'est très efficace parce que on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté animal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Oui, oui. Et il y a dans ces cas-là, alors c'est pas de l'hypnoanesthésie pure, ce qu'on appelle de l'hypnosédation, mais ça a permis de réaliser, notamment tous les travaux de l'équipe belge de Marie-Elisabeth Fellmonville, beaucoup d'interventions qui se faisaient sous anesthésie générale en local. Et donc les patients avaient non seulement des taux de récupération bien plus rapides, mais même ils pouvaient ressortir immédiatement, quoi. Ce qui était quand même très très intéressant. Je vous en prie. C'est un papier que je suis en train de préparer là-dessus, en comparant, si je voulais, une équipe chirurgicale, donc je le bloque, oui. Et je fais entre 12 et 14 par semaine, ce qui est pas mal, à un chef d'orchestre. Bien sûr. Tout est en harmonie, et le saxo, le piano, la flûte sont en harmonie, et on est tous sur la même longueur d'onde, parce que j'adore la musique, c'est peut-être pour ça que je suis passionné par la voix, d'ailleurs, j'adore le jazz, encore une autre histoire, mais quand on fait du Glenn Miller, il y a un rythme qui est particulier. Quand vous faites du Ray Charles, il y a un autre rythme. Et puis lorsque tous les instruments sont en harmonie, il y a une espèce de, comme tu le dis très bien, une espèce de calme qui s'installe paradoxalement. Il y a un rythme, effectivement, dans ces anesthésistes en section, je vais me rasseoir la nuit, créent ce genre de choses et qui nous ont donné encore un calme supplémentaire parce qu'effectivement, ils nous calment aussi. En fait, vous n'avez pas répondu en partie à ma question déjà, mais je ne vois pas très bien la relation entre le fait de se mettre dans un état de conscience, un peu de transe, etc., et le côté anesthésie. Ah. Est-ce que ça correspond à quelque chose qui se passe aussi dans le sommeil normal, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à l'état d'hypnose?
Alors, alors là, c'est très précis, c'est-à-dire c'est vraiment spécifique à l'état d'hypnose. Quand on est en transe hypnotique, on va avoir la manifestation de ce phénomène hypnotique. Okay. Ces phénomènes hypnotiques, ils vont d'abord être physiques. Par exemple, on va provoquer ce qu'on appelle des catalepsies, c'est-à-dire on peut bloquer un membre ou le corps dans un état particulier, en fait, parce qu'on a accès à tous les phénomènes automatiques et involontaires du corps humain. À partir du moment où on a développé une transe qui permet d'accéder à ces automatismes-là au niveau physique, on augmente, entre guillemets, la profondeur de transe pour accéder à d'autres phénomènes, qui vont être des phénomènes davantage émotionnels, liés, on va dire, à la gestion du stress, de l'anxiété, etc. Ensuite, on va aller dans les phénomènes cognitifs supérieurs, c'est comme ça qu'on crée des amnésies, c'est-à-dire on peut opérer un patient et on va créer une amnésie volontaire, on va dire au patient, voilà, vous allez complètement oublier tout ce qui s'est passé. Et vous allez vous réveiller, un peu comme le matin, quand vous vous réveillez, vous avez rêvé d'un truc, mais vous ne savez pas ce que c'était. Plus vous essayez de le trouver, plus ça disparaît. Et après, on va obtenir ce qu'on appelle des phénomènes sensitifs. Et on va avoir donc des développements qui sont des phénomènes purement hypnotiques liés à la transe, d'hypnoanesthésie et d'hypnoanalgésie. Et la différence entre les deux, c'est une sorte de curseur. Et après, on accède à ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire des hallucinations positives, négatives. Et on dit aux patients, quand vous allez ouvrir les yeux, moi je le fais souvent avec les enfants, par exemple, je suis invisible, je disparais, et vous ne me voyez plus. Et les enfants, ils regardent comme ça, ils ne me voient plus. Et en fait, le cerveau en transe, il est très actif et il a cette capacité d'être dans un rêve. Et donc ce qu'on appelle l'hypnoanesthésie, c'est-à-dire le fait de faire une anesthésie, c'est en fait une hallucination kinesthésique négative. C'est-à-dire on fait croire au cerveau, on le leurre pour lui faire croire qu'il ne sent plus rien. Et ça a été ensuite corrélé, alors l'hypnoanesthésie c'est très ancien, et puis c'est un phénomène qui est naturel en fait. Le patient, par exemple, il y a énormément historiquement de reports médicaux, surtout pendant la guerre où les patients avaient un bras qui était déchiré par une bombe, etc. Et ils couraient, ils arrivaient à la base et on leur disait « mais t'as perdu ton bras » quoi. Et ils s'en rendaient pas compte en fait. Donc le cerveau en état de transe négative crée naturellement ces blocages de la douleur. Donc là on va créer un système de transe positive évidemment pour développer ce phénomène d'hypnoanesthésie. Voilà. La difficulté de ces phénomènes-là, c'est que ça nécessite un entraînement à la transe profonde qui n'est pas donné à tout le monde, entre guillemets, pour les patients, puisqu'il y a des gens qui vont aller très vite dans cet état-là et d'autres, ça va leur prendre peut-être 2, 3, 4 séances. Voilà. Mais c'est vraiment un phénomène spécifique lié à l'hypnose, cette gestion de la douleur et ce développement de l'hypnoanesthésie. Voilà. C'est très travaillé aussi dans toutes les traditions primitives, je pense notamment en Inde par les fakirs, ce contrôle de la douleur et de l'esprit sur le soma, sur le corps, quoi. Hein. Voilà. Alors, on va prendre une toute dernière question, c'est tellement passionnant que j'ai fait pendant des heures. Mais c'est de comprendre comment vous contrôlez l'anesthésie pendant votre opération dentaire. Alors, comment je contrôle? C'est-à-dire quand je fais que de l'hypnose et qu'il n'y a pas d'anesthésie chimique? C'est très très simple à établir, en fait. Alors bon, c'est technique, hein, mais bon, je mets le patient, je fais une induction, je mets le patient en état d'hypnose, j'approfondis cet état-là. Ensuite, très important, et pour répondre à la première question de la participante, c'est de tester les niveaux de transe qu'on obtient en manifestant des phénomènes hypnotiques graduels. C'est-à-dire, je sais si mon patient il est là, s'il est là, s'il est là, il est là. Et s'il est là, s'il est vraiment bien parti, à ce moment-là, je développe une hypnoanesthésie, par exemple d'abord dans la main. Et je lui dis, voilà, votre main est totalement engourdie, totalement endormie. Je le teste, voilà. Ensuite, je fais transférer sur la zone opérée, voilà. Il y a des opérations de la thyroïde, par exemple, qui ont été faites dans les années 50, 60, sans aucune anesthésie. Hein. Le patient transférait cette sensation d'anesthésie, et quand je dis au patient, quand vous êtes sûr, quand vous ne sentez plus rien, etc., à ce moment-là, le bras retombe et vous allez plus loin, plus profondément. Ensuite, je teste. Je dis voilà, vous sentez bien la différence, ok. Et puis après, je commence à travailler. Si le patient, il a besoin, s'il y a le moins de trucs, il peut parler, hein, parce qu'en état d'hypnose, on ne dort pas, donc on peut parler. Donc, alors souvent, on fait des choses simples, on va le faire bouger le bras, tout va bien, oui, ok. Le pouce qui bouge, ça veut dire oui, etc. Ce qu'on appelle du signaling, mais peu importe, c'est technique. Et à aucun moment, si jamais, le but c'est le confort et le bien-être, c'est pas la performance de l'hypnotiseur. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment, si le patient a le moins d'inconfort, on peut rajouter de l'anesthésie chimique, mais qui sera dans des proportions de 10 à 20% de ce qu'on utilise classiquement, quoi. Voilà. Alors la durée, alors ça c'est très intéressant. La durée,
Moi, j'ai des interventions, par exemple, pour des implantations, des greffes. On peut faire des trans qui durent 2, 3 heures, voire au-delà. Hein. En Égypte ancienne, dans les temples du sommeil, on prolongeait donc les durées de sommeil hypnotique comme ça pendant 3, 4, 5 semaines. Voilà. Donc, les premières descriptions d'ailleurs des chirurgies en hypnose, c'est au 19e siècle, c'est en Inde, c'est un médecin britannique, James Esdale, qui avait fait plus de 2000 opérations sans aucune anesthésie, parce que de toute façon ça n'existait pas, et donc lui opérait ses patients, en fait, après qu'ils étaient plongés en état d'hypnose pendant plusieurs semaines, en fait. Et on pense que neurologiquement, alors on ne le fait plus comme ça maintenant, mais ça reproduit une anesthésie en fait générale, quoi. Voilà, une sorte de sommeil du corps et de l'esprit qui permet vraiment de ne plus avoir de sensations.